Koulouba officialise la prise de fonction au Mali de 5 nouveaux ambassadeurs. Ces diplomates du Pakistan, de la Hongrie, de l'Indonésie, de l'Autriche et du Burundi vont travailler au renforcement des liens de coopération entre le Mali et leurs pays respectifs. C'est jeudi, ils ont présenté leur lettre de créance et celle de rappel de leur prédécesseur au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Toujours à Koulouba et toujours autour du chef de l'État, plus de 300 pupilles et leur encadrement. C'est à la faveur de la célébration de la journée des pupilles de la nation. Déjeuner avec le président de la transition, remise de cartes bancaires et de beaucoup de cadeaux sont au temps fort de cette journée, pas comme les autres pour les orphelins de la République. Séance plénière de la session d'octobre 2025 au CNT, les membres du Conseil national de transition ont à l'unanimité adopté plusieurs projets de texte, notamment 2 du secteur de la justice et 2 de l'économie et des finances, notamment le projet de loi portant modification du budget pour l'exercice 2025. Approvisionnement du pays en hydrocarbures. Ce soir, dans votre édition, nous allons vous faire le point de la rencontre d'information et de suivi entre le ministre de l'Industrie et les transporteurs de carburant. Nous allons aussi vous montrer l'arrivée tôt ce jeudi matin des centaines de citernes transportant de l'essence du poste de péage de Sanankoroba à l'Office national des produits pétroliers du Mali et également voir ensemble comment se déroule l'opération bus. Le ministre des Transports était sur le terrain ce matin pour s'assurer de son bon déroulement. Ouverture ce jeudi de la 43e conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO en Ouzbékistan. Les priorités globales dans les domaines de l'éducation, la science, la culture et la communication seront largement discutées. Au cours de cette rencontre internationale, nos envoyés spéciaux sont Yaya Konaté et Abdul Salam Bambara. C'était là le sommaire. Bonsoir à tous. De nouveaux diplomates accrédités au Mali. Ils sont 5 et ils nous viennent du Pakistan, de la Hongrie, de l'Indonésie, de l'Autriche et du Burundi. Ils ont présenté ce jeudi leur lettre de créance et celle de rappel de leur prédécesseur au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Il s'agit pour ces États d'un renouvellement de leur coopération avec le Mali, nous dit Sira Batili. Koulouba déroule le tapis rouge pour 5 nouveaux ambassadeurs. Une logique de diversification, de coopération qui solidifie la politique extérieure du Mali. Le premier à recevoir les honneurs est Khalid Hussein Khan Gudaro, ambassadeur désigné de la République du Pakistan auprès du Mali avec résidence à Alger. C'est un administrateur des affaires qui a fait son entrée dans l'univers de la diplomatie en 1999 avec 9 postes occupés au département des affaires étrangères du Pakistan avant de représenter son pays en Libye, au Yémen et en Bosnie comme conseiller et premier secrétaire au niveau de l'ambassade du Pakistan dans ces pays. Avant son immersion dans la diplomatie, le banquier de profession s'est perfectionné en linguistique, en management et en diplomatie. Il est l'actuel ambassadeur du Pakistan en Algérie et servira en même temps le Mali. Le Mali développe avec le Pakistan une coopération axée sur la protection sociale avec un programme gouvernemental dénommé Benazir. Il s'agit d'assurer la prise en charge des risques sociaux. Les 2 pays échangent les expériences en matière de système de protection sociale. C'est un diplomate avec plusieurs casquettes qui représente désormais la Hongrie au Mali. Dr Gabor Levent Zarka est à la base journaliste de formation. Il ajoute à son arc le droit par la suite. Le colonel de réserve de la Défense nationale de 54 ans est tout naturellement expert de la sécurité et de la politique de défense. L'ambassadeur de la Hongrie en Algérie est également accrédité au Mali. Avant d'être désigné pour le Mali, Dr Gabor a fait valoir ses compétences dans la représentation diplomatique de son pays à Paris, en France, en tant qu'attaché de défense militaire. Au niveau national, il a été chef de bataillon des cadets officiers, officier supérieur de coordination, puis commandant de compagnie d'infanterie. L'ancien chancelier de l'Université des Arts, du Théâtre et du Cinéma a également dirigé le service de stratégie de gestion et de développement des parcs industriels de la Hongrie. Reprise et renforcée en 2024, la coopération Mali-Hongrie prône la pleine
pleine souveraineté et le développement socio-économique. Les axes de cette coopération touchent la formation des jeunes, le transfert des technologies, la culture et le tourisme. Les deux nations s'engagent à ouvrir des canaux de communication entre les institutions. Il fait ses premiers pas en qualité d'ambassadeur de la République d'Indonésie au Mali, mais c'est un diplomate chevronné de 56 ans, spécialiste des relations internationales, qui a dédié toute sa carrière à la politique extérieure de la République d'Indonésie. Ardian Wicaksono va servir le Mali et 7 autres pays en même temps, dont le Sénégal, la Gambie et le Cap-Vert. Il résidera à Dakar. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Indonésie était depuis 2023 conseiller principal pour la direction de l'Amérique au ministère des Affaires étrangères de son pays. Il a porté sa touche à la relance économique de l'Indonésie en étant membre d'accélération et de relance économique. Il a porté la voix de son pays en Allemagne, à Washington DC et à New York aux États-Unis d'Amérique comme attaché, 3e secrétaire et vice-consul. La présentation de ses lettres de créance et celle de rappel de son prédécesseur a été suivie d'une entrevue accordée par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Les relations entre le Mali et l'Indonésie sont économiques, politiques et même sportives. Un élan qui prend de l'aile avec le renouvellement de la marche diplomatique commune avec des principes de gouvernance partagés. Le Mali est une énième escale pour cette diplomate de carrière et de vocation dont la vie professionnelle a été essentiellement consacrée à la représentation de la République d'Autriche à l'extérieur. Madame Ursula Fahrenger, ambassadeur désignée de la République d'Autriche près du Mali, avec résidence à Dakar, est traductrice et interprète indépendante. Elle parle allemand, russe, anglais et français. À 64 ans, Ursula Fahrenger tient les rênes de la diplomatie de la République d'Autriche dans 9 pays dont le Mali. L'ancienne chef du bureau de la Fédération russe au ministère des Affaires européennes et internationales d'Autriche a été ambassadeur dans une dizaine de pays avant ce poste au Liban, au Kazakhstan, au Kyrgyzstan, pour ne citer que ceci. Avant d'intégrer les rouages de la diplomatie, elle évoluait dans le secteur privé en Autriche et en Géorgie. Coopération revue et actualisée après présentation du document qui officialise ses fonctions au Mali avec un entretien avec le chef de l'État. Ursula Fahrenger mettra ses expériences et atouts au service du renforcement des liens de coopération Mali-Autriche centrés sur la sécurité alimentaire avec la revue des politiques agricoles en plus des relations politiques et culturelles. D'autres programmes de développement socio-économique sont en vue. C'est un juriste qui boucle la série. Edouard Nduwimana est l'ambassadeur désigné par la République du Burundi près du Mali. Il couvre 12 autres pays dont le Burkina Faso, le Nigeria et le Ghana. Le diplomate Nduwimana représente également le Burundi auprès de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et auprès de la Banque africaine de développement BAD. Le diplômé de l'Université de Londres est titulaire d'un doctorat en droit constitutionnel. Il était médiateur de la République du Burundi de 2016 à 2022, après avoir été procureur de la République, secrétaire général du Sénat, gouverneur de la province Kayanza, ministre de l'Intérieur et vice-président de l'Assemblée nationale du Burundi. L'homme de droit très expérimenté change donc la robe contre la veste de la diplomatie avec un point commun, la défense et la promotion des intérêts d'un État. La coopération entre le Mali et le Burundi est consolidée par un accord général datant de 1987 et renforcé par des échanges diplomatiques et des initiatives conjointes visant à diversifier les secteurs avec des programmes spécifiques. La présentation de lettres de créance est un acte symbolique de diplomatie qui marque le renouvellement de la coopération pour la continuité des accords et la promotion des relations amicales.
Célébration de la journée des pupilles de la nation. Une journée pas comme les autres. Nous allons rester à Koulouba et suivez avec moi ce programme alléchant. Déjeuner avec le président de la transition, remise de cartes bancaires et des cartes de pupilles et série sur le gâteau. Remise de beaucoup de cadeaux. Elle était belle cette journée. L'événement a réuni autour du chef de l'État plus de 300 pupilles et leur encadrement. Cette 5e édition a été l'occasion pour les pupilles avec leur hôte du jour de visiter certains points touristiques du palais de Koulouba qui offre une très belle vue de Bamako. Cette année, ce sont 326 nouveaux qui ont rejoint le lot des pupilles, complétant leur nombre à 2204. La célébration de la journée des pupilles est un hommage rendu à nos combattants tombés sur le champ de l'honneur en défendant notre patrie. Et retour sur une journée pleine d'émotions, c'est avec Alouseini Touré. Tout a commencé par ce déjeuner que le chef de l'État a bien voulu partager avec les pupilles de la nation. Un moment de convivialité, d'émotions partagées et de détente. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement et du Premier ministre. Les 326 nouveaux membres de la grande famille des pupilles découvrent ainsi pour la première fois le palais de Koulouba. Aussi ont-ils eu droit à une visite guidée des locaux, ce qui n'a pas manqué d'aiguiser leur curiosité. Quant à la cérémonie protocolaire, elle s'est déroulée dans la salle des banquets en présence des officiels et de plusieurs parents et encadreurs des pupilles. Cette journée, dédiée à des orphelins par les plus hautes autorités, est un devoir de reconnaissance. Elle nous donne, encore une fois de plus, l'occasion de remercier son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour son engagement et son dévouement sans faille à la cause de ces orphelins. Chaque année, vous posez des actes importants au bénéfice de ces pupilles, ce qui prouve à suffisance que vous ne ménagez aucun effort pour le devenir de ces enfants. À titre de rappel, on peut citer, entre autres, il y a quelques mois, la pose de la première pierre de la maison des pupilles, dont le chantier est en pleine évolution dans la zone aéroportuaire de Bamako. L'obtention de bourses d'études, le don de plusieurs véhicules à travers l'ONAPUMA pour le transport et le suivi des pupilles, les multiples dons d'outils informatiques, de vivres et de kits scolaires offerts de façon permanente. Et aujourd'hui, la cerise sur le gâteau, le déjeuner que vous avez offert à ces nouveaux pupilles. On ne peut que vous remercier pour ça. Excellence, Monsieur le Président de la transition, chef de l'État. De nos jours, 1878 pupilles sont immatriculées et 326 ont obtenu le statut et vont rejoindre la grande famille à travers les premières cartes que vous aurez l'amabilité de leur offrir à l'issue de la présente cérémonie. Les pupilles de la nation ont réalisé de grandes performances en matière scolaire, preuve que le sacrifice de l'État n'aura pas été vain. Grâce à l'encadrement du ministère de la Santé à travers l'ONAPUMA, les pupilles ne manquent de presque rien. Outre leur droit à l'éducation et à la santé, les enfants bénéficient de subventions trimestrielles leur permettant de faire face aux dépenses d'entretien. De 2022 à 2025, 183 pupilles ont réussi au DF, dont 101 filles et 82 garçons. Pour le baccalauréat à la même période, 46 ont été admis, dont 19 garçons et 27 filles. Aussi, nous notons avec satisfaction une évolution significative du taux de réussite scolaire de 2022 à 2025, fruit de l'appui et de l'accompagnement des enfants en termes de renforcement pédagogique. Dans ces cas de succès engagés à l'école par les pupilles, il est à noter que ce sont les filles qui sont majoritaires à avoir les plus fortes moyennes et sont généralement premières de leurs classes respectives. D'où l'opportunité pour nous de leur adresser nos vives félicitations et exhorter les garçons à redoubler d'efforts. Les enfants, par la bouche de leur porte-parole, ont exprimé toute leur reconnaissance envers le chef de l'État, leur principal bienfaiteur. Monsieur le Président, au nom de tous les pupilles, nous tenons à vous dire un grand merci pour tous les efforts consentis à notre égard. Aujourd'hui, qui est un grand jour pour nous,
nous vous souhaitons les vœux les plus sincères. Que Dieu le Tout-Puissant vous garde et vous protège, afin que vous soyez toujours présents pour nous les pupilles à travers l'ONAPUMA et aussi pour toute la nation malienne. Je suis une vieille descendant d'Ève, alors je suis cette vieille dame sans dents qui essaye de croquer les noix de Bolabo. Le siège de la maison des pupilles offert par l'État est en construction. Le chantier a d'ailleurs fait l'objet d'une visite par le conseiller spécial en charge des œuvres sociales, accompagné par le ministre en charge de la Santé. Les pupilles gardent leur statut jusqu'à l'âge de 18 ans, mais continuent de bénéficier du suivi de l'État jusqu'à l'âge de 21 ans. Et si on se penche quelques instants à présent sur la vie des pupilles de la nation, une enfance brisée au bruit des armes, mais dans leurs yeux brille la flamme de la résilience et la promesse d'un lendemain meilleur avec l'accompagnement de l'État. Suivant le portrait des vies marquées par l'absence, le silence, mais toujours cet engagement de continuer pour leurs parents, pour la patrie. Le dossier est signé Tamsir Diabaté, Sidiki Koulibaly, Astan Satourou Diabaté. Voici les pupilles de la nation. Leur enfance a basculé sur le champ d'honneur. Un jour, leurs pères sont partis à mission de sécurisation de la patrie et ne sont jamais revenus. Depuis, ces enfants portent un nom, pupilles de la nation. Leur douleur est intime, mais leur histoire appartient à tous. Oui, derrière chaque sourire timide, une blessure silencieuse. Et derrière chaque cahier d'écolier, un serment de continuer à servir la patrie. Il faut protéger les biens publics. Vous devez vous battre pour ce pays comme votre papa l'a fait. Aujourd'hui, ils sont 2204, dont 326 nouveaux, inscrits sous cette reconnaissance nationale. Une journée leur est dédiée pour essuyer les larmes, rappeler qu'ils ne sont pas oubliés. Ici, la famille de l'adjudant-chef Amidou Gréou, tombée sur le champ d'honneur à Boulkessi. Moussa, Assitan et leur mère se souviennent. 6 ans déjà, mais dans leur cœur, le héros est toujours en mission. Je sais que papa est en mission, non? Oui, il est en mission. Quand il reviendra, tu vas lui donner ça, non? Oui, je vais donner mon argent quand il reviendra. La mission va durer. La douleur reste vive. Son dernier appel, ses mots d'adieu sont toujours gravés dans la mémoire. Il a envoyé un de ses camarades d'armes et dire qu'il a besoin de parler avec les enfants. Donc j'ai été avec les enfants le jeudi et ils ont échangé. Le plus petit même lui demandait qu'il veut un petit vélo. Donc quand on est revenu le jeudi, et le vendredi, l'attaque a eu lieu et il est décédé là-bas. Beaucoup de soldats sont venus taper notre porte. Quand ils sont rentrés dans le salon, ils ont dit à maman que notre papa est tombé sur le champ de bataille à Boulkessi. Chaque mois de septembre, le 30 précisément, la famille ravive le souvenir de ces soldats promis au grade de major, tombés en 2019. C'est comme si le même scénario se répète. Au mois de septembre, je me rappelle de lui, de l'annonce de son décès. En 2021-22, j'ai eu nos droits. Et depuis ces jours-là, nous remercions le Tout-Puissant, nous remercions l'État malien, surtout le président Assimi Goïta. Moussa avait 5 ans à la disparition de son père. Aujourd'hui, à 11 ans, il rêve d'être médecin, militaire ou pilote. Papa, il me disait, quand je serai grand, je devenais médecin militaire ou militaire. J'ai dit que j'aime les médecins militaires ou soigner les militaires. Assitan, 16 ans en classe de terminale, alterne cours et ménage avec sa maman épaulée par l'ONAPUMA qui assure le suivi scolaire et familial. L'ONAPUMA verse
100 000 francs par trimestre et par pupille qui sont versés à chaque enfant pour satisfaire tous ces droits-là. L'aîné Seydou, 20 ans, tout en poursuivant ses études, travaille aussi sur le chantier de la maison comme ouvrier, comme pour montrer à ses frères et sœurs le bon exemple. D'une famille de pupilles à une autre, même émotion, même détermination. Voici la famille du sergent-chef Seydou Niaré du génie militaire. Tombée à Boni, une veuve elle-même militaire, 2 filles, un garçon. Le vide est immense, mais la force demeure. Modibo, le fils n'avait que 11 mois. Aujourd'hui, il reconnaît son père à travers une photo, une sourire figée dans le temps. Il est parti le 3, il est décédé le 25. Il a fait 23 jours là-bas. Bon, ce n'était pas facile, mais je rends grâce à Dieu. On a communiqué entre midi et 13h. Vers 20h moins, je l'ai tenté au téléphone en vain. Ensuite, je l'ai envoyé des textos, il n'agit pas. Bon, moi, vraiment, j'ai perdu tout mon poids. Avec ses sœurs Binta et Oumou, il bénéficie du même accompagnement de l'ONAPUMA. Nous assurons la prise en charge de ces enfants. Il y a 2 catégories de pupilles, les pupilles de la nation et les pupilles de l'État. Les pupilles de la nation, qui sont comme ces enfants qui sont ici, les enfants issus de catastrophes naturelles. L'autre catégorie de pupilles, ce sont les pupilles de l'État, qui sont des enfants orphelins, abandonnés, sans substitut parental valable. Entre 2 services, leur mère s'assure du suivi scolaire et prodiguer des conseils. Une rigueur rare, une tendresse constante. Modibo n'oubliera jamais sa rencontre avec le président Assimi Goïta lors de la journée des pupilles en 2024. Depuis, il est impatient de recevoir son cadeau de cette année avec le papa de tous les pupilles. Oui, derrière chaque pupille, il y a une histoire, une douleur, mais aussi un espoir. Et dans leurs yeux brille encore le reflet d'un uniforme qu'ils ne verront plus. Ces enfants ont appris trop tôt que le mot patrie pouvait aussi rimer avec sacrifice. Les héros ne meurent jamais. Ils vivent à travers les enfants qu'ils nous ont laissés. Merci beaucoup, Tamsir Diabaté, pour ce dossier. Le vide est immense, mais l'espoir demeure. Monsieur le Président, Moussa attend son robot. Séance plénière de la session d'octobre 2025 au CNT. Les membres du Conseil national de transition, dans le cadre de leur mission de contrôle de l'action gouvernementale, ont à l'unanimité adopté plusieurs projets de texte, notamment 2 du secteur de la justice et 2 de l'économie et des finances, notamment le projet de loi portant modification du budget pour l'exercice 2025. Ainsi, les recettes rectifié du budget général pour 2025 s'élève à plus de 2600 milliards de francs CFA contre un budget initial de plus de 2500 milliards de francs CFA. Le point avec Ali Djoumatina et Djelimara Djabati. Pour cette deuxième séance plénière de la session ordinaire d'octobre 2025, les membres du Conseil national de transition avaient dans leur agenda plusieurs projets de textes, à commencer par les projets de loi portant modification de la loi des finances pour l'exercice 2025 et celui portant ratification de l'accord de prêt signé le 26 juin 2025 entre le Mali et la BADEA relatif au financement de la contribution du Mali à l'augmentation du capital social du Fonds de solidarité africaine. Ainsi, tout comme la rectification de la loi des finances pour l'exercice 2025 en vue d'atteindre les objectifs de performance, la loi portant ratification de l'accord de prêt a aussi été adoptée à l'unanimité des membres du CNT présents à la session. Le budget 2025 est révisé, donc nous avions essayé de tenir compte de l'évolution de la situation sécuritaire dans le pays et nous avons également essayé de tenir compte des ressources additionnelles que nous avons eues pour pouvoir refléter ces différentes dépenses au niveau du budget initial.
à la suite de ce collectif budgétaire, les objectifs de performance économique attendus sont vraiment bien orientés. Pour ce qui concerne le deuxième projet, il concernait donc la ratification d'un projet donc, de financement que nous avons obtenu auprès de la BADEA, qui est de 7 900 000 $, soit environ 4 413 816 900 francs CFA. Nous avons obtenu ce prêt auprès de la BADEA sur 30 ans avec un différé de 6 ans et avec un taux d'intérêt de 2% sur la partie mobilisée. Ce financement doit nous permettre au Mali donc de payer sa contribution à l'augmentation du capital qui a été faite par le FSA. Le FSA, c'est le Fonds de solidarité africain, qui est une agence qui garantit les opérateurs privés et les États lorsqu'ils vont chercher des financements auprès des banques ou des partenaires internationaux. Le prêt accordé par la BADEA pour renforcer la position de l'État dans le capital social du Fonds de solidarité nationale, une fois ratifié, il n'y a aucun souci. La BADEA est tenue de libérer cet apport pour conforter le capital social. Également au programme de cette session, l'examen et l'adoption du projet de loi portant création de la Direction nationale de la protection judiciaire des enfants ainsi que celui portant statut des fonctionnaires du cadre de la surveillance des services pénitentiaires et de l'éducation surveillée. Pour ce qui concerne l'administration pénitentiaire, il s'agissait essentiellement de prendre en compte les relèvements du niveau d'âge par rapport au départ à la retraite et par rapport au recrutement dans les concours d'une part, et d'autre part le système LMD en intégrant la licence. L'adoption de ce texte va nous permettre d'organiser le prochain concours de recrutement des surveillants de prison que nous envisageons dans les semaines à venir et de manière conforme aux différents textes qui sont en vigueur en République du Mali. S'agissant du projet de loi sur la création de la Direction nationale de la protection judiciaire de l'enfant, il faut dire qu'il s'agit d'un chaînon manquant qui vient d'être ainsi adopté. En fait, la justice juvénile avait un système qui comprenait les juridictions pour enfants, et le code de protection de l'enfant et le tribunal pour enfants. Maintenant, les enfants qui n'étaient pas directement en contact avec la loi donc, sont sous la protection de la Direction nationale de la protection de l'enfant. Maintenant, s'agissant de ceux-là qui sont en conflit avec la loi, il fallait une direction spécifique pour prendre en charge leurs besoins. À l'entame des travaux, une minute de silence a été observée à la mémoire de toutes les victimes maliennes et étrangères, civiles et militaires, tombées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Cet après-midi également au CICB, cérémonie d'ouverture du Forum national sur la justice au Mali. Pour le Premier ministre, ce forum revêt une importance capitale. Il doit faire un diagnostic sans complaisance de l'état de notre justice, dégager les perspectives de développement du secteur. La rencontre de 2 jours regroupe 200 participants des 19 régions du Mali et du district de Bamako. Elle marque une étape déterminante dans la refondation de l'État. Nous vous proposons un extrait du discours prononcé par le Premier ministre à la cérémonie d'ouverture, des propos recueillis par Mamari Koné et Aliou Touré. Notre pays se trouve à un tournant décisif de son histoire. Ce forum nous offre l'opportunité de consolider les acquis et de poursuivre la réflexion autour de l'avenir de notre justice. À ce titre, le programme de développement du secteur de la justice 2026-2035 pour les 10 prochaines années mérite une attention toute particulière. En effet, la poursuite des réformes est d'autant plus nécessaire qu'il s'agit d'apporter une réponse judiciaire adéquate aux préoccupations des populations, au nombre desquelles la gestion des litiges fonciers, dont l'ampleur et la profondeur constituent une menace réelle pour le tissu social et le vivre ensemble dans nos différentes communautés. La justice n'est pas un simple rouage de l'appareil de l'État. Elle en est également l'âme au regard de la mission régalienne dont elle est investie. Pilier central de l'autorité de l'État, elle doit revêtir les valeurs fondamentales qui sont indispensables pour l'efficacité de son action et la confiance des citoyens. C'est en cela que ce Forum national sur la justice
deuxième du genre, après celui de 1999, revêt une importance fondamentale, car il s'agit de faire un diagnostic sans complaisance de l'état de notre justice, de dégager les perspectives de développement du secteur et de questionner l'avenir quant aux défis et aux enjeux liés à la paix, à la stabilité sociale et au développement socio-économique de notre pays. Aussi, est-il heureux de constater que l'organisation de ce forum national aura répondu à tous les critères d'inclusivité, de crédibilité, d'objectivité et de transparence à travers non seulement la diversité et la qualité des participants, mais aussi la méthodologie qui a été adoptée avec la tenue des états généraux des ordres professionnels de la justice et celle des concertations régionales organisées les 29 et 30 septembre dernier dans les 3 ressorts des cours d'appel de Bamako, de Kaï et de Mopti. La tenue de ce forum national sur la justice marque une étape déterminante dans la refondation de notre État. Les recommandations, fruits de vos échanges, devront permettre de consolider les importants acquis et moderniser l'appareil judiciaire pour le hisser à la hauteur des enjeux et des défis contemporains. Et poursuivons avec le Premier ministre qui discutait avec les autorités et légitimités traditionnelles du district de Bamako. Ensemble, ils ont abordé la question de la détermination du gouvernement à assurer un approvisionnement correct des populations en produits pétroliers. Le général de division Abdoulaye Maïga a lancé un appel solennel à l'unité, affirmant que surmonter cette crise multidimensionnelle nécessite la collaboration et l'engagement de tous les Maliens. Reportage Mamari Kone, Aliou Touré. C'est pour leur donner le maximum d'informations sur les difficultés d'approvisionnement en carburant et solliciter leur accompagnement dans la lutte contre le terrorisme que le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, échange avec les chefs des quartiers de Bamako et le réseau des communicateurs traditionnels pour le développement Recotrad. Ces autorités et légitimités traditionnelles jouent un rôle de premier plan dans la recherche de la cohésion sociale. Après avoir transmis les salutations du président de la transition au chef des quartiers de Bamako, le Premier ministre a évoqué les difficultés que rencontre notre pays depuis 2012. Le chef du gouvernement a déclaré que la nouvelle phase de la pénurie de carburant est la conséquence directe d'un changement de stratégie de l'ennemi qui cible désormais les axes d'approvisionnement. Il a aussi rendu hommage au courage et au patriotisme des forces armées maliennes et des conducteurs de citernes qui acheminent les produits malgré les risques. On l'a dit à plusieurs reprises, le terrorisme n'a rien à voir avec la religion, le terrorisme n'a rien à voir avec les conflits identitaires. Vraiment, ce sont des montages savamment orchestrés afin de créer la zizanie dans notre pays et nous devons faire extrêmement attention. Je pense qu'aujourd'hui, la crise du carburant est une illustration parfaite de ce que nous venons de dire. C'est lorsqu'on empêche des camions-citernes de venir dans les agglomérations, de venir dans nos villes et nos quartiers, ça n'affecte pas qu'une religion, ça n'affecte pas non plus une ethnie, ça affecte l'ensemble de la population malienne dans sa globalité. C'est la raison pour laquelle nous disons toujours que de faire attention, le terrorisme n'a rien à voir avec le fait ethnique, le terrorisme n'a rien à voir avec le fait religieux. Les autorités et légitimités traditionnelles et religieuses que vous représentez, vous avez un rôle extrêmement capital à jouer. Dans notre constitution, je pense qu'il est clairement indiqué que les autorités et les légitimités traditionnelles sont les garants et participent pleinement à cette cohésion sociale. Le chef du gouvernement a salué la mobilisation générale autour de cette crise et invité la population à la vigilance. Je voudrais vraiment profiter de cette réunion et rassurer la population, rassurer les autorités et les légitimités traditionnelles que sous le leadership du chef de l'État, le gouvernement ne ménagera aucun effort pour revenir à une situation normale. Mais qu'on se prépare, je pense que le chef de l'État lui-même l'a dit, c'est un combat de longue haleine. Les forces vives que vous représentez, autorités et légitimités traditionnelles, les associations de femmes, les jeunes, chacun a un rôle à jouer pour justement ne pas tomber dans le piège de la différence, dans le piège de la zizanie inutile. Mais lorsque la difficulté se présente dans un pays, nous devons l'affronter avec sérénité, nous devons l'affronter
en avançant main dans la main et surtout en évitant de tomber dans le piège recherché par ces groupes terroristes. Rendre un vibrant hommage aux forces de défense et de sécurité qui abattent un travail énorme afin d'approvisionner notre pays en carburant. J'ai pu dire que le carburant que nous recevons actuellement, ce n'est pas que du simple carburant, c'est du sang humain. Pour la simple raison que les conditions dans lesquelles ce carburant est escorté, les personnes qui les escortent, je pense ici en particulier aux chauffeurs des camions citernes, sont des conditions extrêmement périlleuses. Je voudrais également remercier et saluer l'abnégation, l'engagement et la détermination de ces chauffeurs qui ont promis de faire leur travail, et coûte que coûte, vaille que vaille. Le bateau Malipé Tanguy ne chavirera jamais, dira en substance le patriarche de la famille Niaré, qui se dit serein, rassuré par les propos du chef du gouvernement et invite les Maliens à se donner la main pour faire face à cette crise. Les légitimités se sont engagées à rester vigilantes et à sensibiliser les populations afin d'affronter la situation avec sérénité. Il s'agit pour les uns et les autres de faire passer les messages. Ceux qui n'ont pas eu la chance de venir ici, de leur apporter ce que le Premier ministre a dit, de substantiel. Il s'agit de quoi? Il s'agit de faire comprendre aux gens que ce temps va passer. Ce temps est obligatoire, ça va passer. Ça fait partie du terrorisme. Ça veut dire qu'ils ont échoué. Quand ils arrivent au carburant, ça veut dire qu'ils ont échoué. Donc nous devons continuer sur ce chemin pour toujours continuer à les faire échouer sur leur champ. Quand le Premier ministre a eu cette réflexe de nous appeler et de venir nous informer par rapport à la situation qui prévaut, nous ne faisons que nous réjouir et de trouver que nous sommes dans notre élément et nous sommes en mesure d'acheminer et de faire le travail comme il se doit. Les autorités et légitimités traditionnelles ainsi que le Recotrad ont promis d'amplifier le message du chef du gouvernement au sein des communautés. Ces autorités ont d'ailleurs réaffirmé leur soutien aux autorités de la transition. Des prières ont été faites pour que notre pays sorte de cette crise à lui imposer. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, lui, rencontre les transporteurs de carburant. Une rencontre de suivi une semaine après les recommandations prises pour améliorer l'approvisionnement du pays en hydrocarbures. Les échanges ont permis de faire le point des mesures en cours et de s'assurer du bon déroulement des dispositions prises pour garantir un approvisionnement régulier et suffisant. Khadija Toukone, Abdoulaye Diarra. Cette rencontre intervient dans un contexte marqué par la nécessité d'assurer un flux régulier de carburant sur l'ensemble du territoire national. Au cours des échanges, le ministre de l'Industrie et du Commerce a tout d'abord salué les efforts consentis par les acteurs du secteur, tout en insistant sur la nécessité de renforcer la coordination entre les différentes parties prenantes, notamment les transporteurs, les distributeurs et les services techniques de l'État. Moussa Alassane Diallo a aussi insisté sur la poursuite des actions engagées pour garantir la disponibilité de carburant dans les stations à travers le pays. Aujourd'hui, nous avons constaté avec beaucoup de satisfaction l'évolution très positive du niveau d'approvisionnement de notre pays en hydrocarbures. Et Inch'Allah, dans les prochains jours, je pense qu'on peut envisager avec beaucoup de satisfaction la sortie de crise. Nous avons essentiellement parlé de l'approvisionnement de 3 régions. Les régions de Ségou, de Koutchala, de Mopti et même de San, qui sont vraiment dans des situations extrêmement compliquées. Des dispositions seront envisagées entre la Direction générale du commerce et les importateurs de pétrole, de façon à ce que nous puissions réquisitionner un certain nombre de citernes et les envoyer à Ségou, à Mopti, à Koutchala et à San, afin d'assurer aussi le retour à la normale dans ces régions-là. Les transporteurs, de leur côté, ont évoqué certaines difficultés. Ils ont toutefois réaffirmé leur engagement à accompagner le gouvernement dans sa politique d'approvisionnement du pays. Les difficultés qui ont été évoquées sont au nombre de 2. La première difficulté, c'est toutes les questions liées à la sécurité des convois. Et on peut le constater aujourd'hui, nos forces de défense et de sécurité, auxquelles je tiens à rendre un hommage mérité, sont en train de prendre toutes les dispositions pour assurer la sécurité des convois. Et la deuxième préoccupation qui a été évoquée, c'est toutes les inflations que nous sommes en train de constater maintenant sur le prix des transports. Et nous avons dit qu'en République du Mali, le secteur du transport et les prix du transport sont des prix réglementés. Et le gouvernement n'acceptera aucune augmentation, aucune inflation sur le prix des transports. Et le gouvernement s'assumera pleinement par rapport au respect du prix des transports,
comme il l'a fait par rapport au respect du prix à la pompe. Les transporteurs, nous sommes en première ligne et l'État nous assiste, nous accompagne. Et les convois qui sont en train d'être organisés de façon avec beaucoup de moyens, ça c'est nous aider à sécuriser d'abord le matériel avant le contenu. Donc cela aujourd'hui nous rassure, ça rassure nos employés qui sont les chauffeurs avec lesquels nous travaillons. Donc je pense qu'aujourd'hui on est vraiment satisfait de ce que nous voyons. Malgré ces contraintes, ils se disent déterminés à poursuivre leur collaboration avec les autorités pour garantir la disponibilité de produits sur le marché. Ce qui s'est passé il y a encore un mois et ce qui se passe présentement, on peut vraiment dire que les choses sont en train de tendre vers la normale. Et l'État est en train de mettre vraiment le maximum de moyens en place. Nous devons rester mobilisés derrière nos autorités, les aider, faire tout ce que nous faisons pour permettre rapidement de mettre fin à cette crise-là. Le ministre salue aussi la résilience du peuple malien en cette période de perturbation. Il a rappelé que la stabilité du marché des hydrocarbures est essentielle pour le bon fonctionnement de l'économie nationale et le bien-être des populations. Au nom du président de la transition de l'État, le général Dramé Assimi Goïta, au nom du Premier ministre, le général de division Ablaye Mega et à l'ensemble des membres du gouvernement, saluer la résistance du peuple malien. Le Mali est dans l'épreuve, mais c'est dans l'épreuve aussi qu'un pays se forge. Je voudrais vraiment saluer l'engagement, la détermination, la volonté des Maliennes et des Maliens de montrer à la face du monde que face à l'adversité, nous restons unis et qu'ensemble nous allons gagner cette bataille contre les groupes armés terroristes qui ne mettront jamais notre économie à terre. Moussa Alassane Diallo promet donc un suivi régulier avec les acteurs du secteur pour une gestion rigoureuse et transparente afin d'assurer un approvisionnement stable en carburant dans les jours à venir. Et tout ce travail en amont des autorités porte ses fruits. Tôt ce jeudi matin, des centaines de citernes transportant de l'essence sont bien arrivées à destination du poste de péage de Sanakoroba à l'Office national des produits pétroliers du Mali. La joie des Maliens se lisait sur les visages et se voyait à travers l'accueil triomphal de ces cargaisons, sans oublier leur fierté pour les autorités de la transition. Abdul Karim Kaba. Des centaines de citernes en file indienne à bord de ce véhicule des fils du pays, chauffeurs et forces de défense et de sécurité déterminés à ravitailler le pays en hydrocarbures. Un engagement des autorités de la transition a trouvé rapidement des solutions à cette rude épreuve qui traverse la population. Des citernes sous bonne escorte franchissent le poste de péage avec comme première destination l'Office malien des produits pétroliers. Tout au long du trajet et malgré l'ère tardive, la population est restée mobilisée pour applaudir le courage et la détermination des femmes et les chauffeurs. Vraiment ni so jale no kosebe ame présent fo ame mun fo ali bi ku jija ambuko fo mini ambaga woda na ma kala ya tesuma bamana ko ko ne dun golwato na farato ta blatodo na na so ni ko imbe ba ko fo make amu fo anga chauffeur fo dans tout là courage, vive Assim, vive le Mali, vive le pays. Nous vaincrons inchallah. Bon, en quand vraiment essentiellement donna. Ce convoi est l'un des plus importants depuis le début de la crise. Ces citernes comprennent de l'essence, du gasoil, du jet A1 et du gaz. De quoi soulager les difficultés d'une population résiliente. Ne ba dam le titani chauffeur de la polo olu kanga po olu ko pe ka jamana nyamo po bo jamana nyamo po li ko pe ne be titani tugu yere po bo amunu yere be kieta jona vraiment nga poli ba yere peut-être ni aya yira ka po nga jamana karan yere o de la mina kieta jona ne contané no ne sojale no an ka fama u be wuli ka jomina ali bi ala ko fanga se baraina ala ka fama u fanga se wa ala ka dusuko ɲuman di jamanadenw fɛnɛ ma min bɛ faamaw dɛmɛ u ka baara la ala ka dusuko ɲuman di chauffeurw fɛnɛ ma minnu bɛ cɛsiri la ka don ni carburant ye yaasa jamana bi bɔ degun kɔnɔna la anw bɛɛ lajɛlen an nisɔndiyalen don wa an sewalen don vraiment bi kuma foyi t'an da.
Cette mobilisation du peuple est le témoignage de sa détermination à soutenir Mordecus, les autorités de la transition. Alhamdulillah, on content ko sebe. Ame famo fo parce que barako ni amano ko ya galbe ala ku deme ko baraka saka tanye. Amu ko wallahi. Ube ka chesiri ni bara min kɛ jamana ye an bɛɛ bɛ k'a ye. Vraiment minnu fana bɛ k'u ni to faso ko la ka wuli ka citernes conduit k'a fɔ ko f'u ka nana ye pour que jamanadenw ka se ka lafiya. Alhamdulillah ni caaman dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ala ka sanayɛlɛ di Mali ma. Mali yɛrɛ jamana kɔnɔ an bɛ mɔgɔ fila fo sisan an bɛ sɔrɔsiw fo an bɛ chauffeurs fo parce que nin fɛn dɔ de ye jamana kɔnɔ u b'a fɛ k'an ban an ka faamaw de ye an tɛna ban an ka faamaw la dɛ essence yɛrɛ kana sɔrɔ yɛrɛ an ka tagama an sen na. An bɛ Asimi Goyita n'a ka jama kɔ nin ye janfa min ye nin dabɔla kama de pour que k'an ban Asimi Goyita la an tɛna ban Asimi Goyita la dɛ an tɛna ban a la bi an tɛna ban a la sini. En tout cas, des efforts sont consentis par les pouvoirs publics. Les citoyens doivent faire preuve de patience et de solidarité afin que chacun puisse se procurer le liquide précieux. Et cette politique d'approvisionnement du pays en hydrocarbures est soutenue par d'autres initiatives visant à faciliter la mobilité des citoyens. C'est pourquoi depuis quelques jours, des bus sont mis dans la circulation afin de permettre aux citoyens de rallier les quartiers périphériques à Bamako. Les prix sont fixés de 200 à 500 francs CFA selon les trajets. Le ministre des Transports était sur le terrain ce matin pour s'assurer du bon déroulement de l'opération. Le reportage de Awa Ditma Kamara. Il est 8h30 ce jeudi 30 octobre. Au pied du monument emblématique de la Tour de l'Afrique, plusieurs compagnies de transport sont alignées, prêtes à faire embarquer leurs premiers passagers. Et parmi ceux-ci, une passagère qui a fait l'objet d'attention toute particulière. Bienvenue, Madame la ministre des Transports et des Infrastructures. Elle supervise personnellement le départ de ce bus à destination de Baguineda. Échange avec le chauffeur et vérifie l'identité des passagers tout en se rassurant que les meilleures conditions sont réunies pour effectuer le trajet d'une trentaine de kilomètres. Ça va? Je suis trop content. Je suis ravi même d'avoir. Mali, toujours Mali. On est là pour vous. Dans l'autre sens, ce bus revient de Baguineda. Le trajet s'est déroulé sans incident et dans le calme. Un peu plus loin, un autre se prépare à rallier Sanankoroba sous la supervision des autorités. Chauffeurs et passagers partagent le même sentiment. Amagelea, on est morota Baginda, ou dojigi Tchekena, kadojigi Jalakorobu, ani deux voies là. Ata Banangoro. Comment on dit à ma mère réseaux quand la menyemoro bela jele fo bon nyemoro ya la je ka foko jamana donga la fiara ku ka fe cheno segambe me segana tabela jele na la sona mbaku. Après cette première étape, la ministre s'est rendue sur l'autre rive à la place de l'OMVS à Bamako-Croix pour suivre les rotations dans cette zone à forte concentration. Ces dispositions ont été prises par les autorités de la transition afin de faciliter la mobilité des usagers face aux difficultés d'approvisionnement en hydrocarbures depuis quelques jours, surtout à Bamako et dans les périphéries. L'intrant principal pour les déplacements, les transports, c'est ce que les gens disent les carburants. Donc s'il y a pénurie, c'est sûr que ça va impacter le nombre de matériels roulants sur les réseaux routiers. Donc c'est dans ce cadre qu'on a répondu à un cri de cœur de la population et on a monté ensemble ces dispositifs qui consistent à mettre les cars voyageurs au niveau des axes routiers qui desservent les périphéries de Bamako. Donc il y avait une ligne Baguineda qui vient jusqu'à la Tour d'Afrique, une ligne qui quitte Sanangoroba, Balangoro jusqu'à la Tour d'Afrique, cette ligne-là qui part jusqu'à Samanko et ensuite à Katibougou. Et ensuite il y a la ligne Bamako-Kati et il y a la ligne Baguineda aussi. Donc comme on n'a pas oublié les transports urbains, ceux qui utilisent les Sotrama et c'est à l'interne pour les courtes distances, mais les bus voyageurs, comme c'est des transports de masse, je l'ai dit, ça c'est des banlieues pour les longs trajets. Les tarifs appliqués oscillent entre 200 et 500 francs CFA selon les trajets et les compagnies mobilisées.
Aujourd'hui, on a constaté qu'au niveau des carrefours, il y a moins de passagers. Parce que les bus qui peuvent prendre à peu près 55 places assises et à peu près 20 places debout. Donc on peut dire qu'avec une répartition faite par les transporteurs et ensuite les axes choisis par les collectivités, les mairies, on a pu jongler. Et à la date d'aujourd'hui, à l'heure où nous sommes en train de visiter, nous on n'a vu aucun passager en quête de moyens de transport. Donc on peut dire que l'opération a été une réussite. L'opération prendra fin le 2 novembre prochain. Espérons que d'ici là, le carburant coulera à flot et que les Maliens retrouveront leur habitude de déplacement. Gestion de la crise de carburant à Nioro, San, Kita et Ségou. Les populations sont sorties massivement ce jeudi 30 octobre pour soutenir les autorités de la transition et exhortent à la patience et à la résilience. Le compte rendu de Moussa Diakité, Drissa Konema, Amadi Alioubari et Kondé Sila. Cette rencontre du gouverneur de Ségou avec les forces vives dans toutes leurs composantes vise d'une part à saluer la résilience des populations frappées par la pénurie du carburant et d'autre part à rassurer les populations des dispositions prises par les autorités pour juguler la crise. Nous leur avons dit que les plus hautes autorités du pays sont à pied d'œuvre, 24 heures sur 24, 7 sur 7. Et nous aussi, nous faisons le relais à notre niveau ici. Et nous pensons que c'est pour très bientôt. Tout en saluant les sacrifices consentis à tous les niveaux, l'heure est à la conjugaison des efforts. Cette sensibilisation à laquelle nous avions été appelés ce matin est très salutaire. La résilience est là. Nous allons tenir jusqu'au bout. Notre pays est en guerre. Dans cette condition, chaque citoyen, où qu'il se trouve, est appelé à jouer son rôle. Et le message du gouverneur a apaisé cette population qui attendait des assurances. Et si vous s'est engagé à rester derrière les autorités pour qu'ensemble on trouve des solutions pour le court terme, mais aussi de façon durable. En attendant donc l'arrivée très prochaine du carburant, solidarité et résilience. Cette réunion entre le gouverneur, les acteurs du secteur des hydrocarbures et la société civile de Kita vise à anticiper les cas de spéculation et à rappeler les prix officiels des produits pétroliers à la pompe. Entêtons-nous que chaque difficulté a son temps et après c'est la délivrance. Inutile alors de faire du commerce de carburant autrement. Beaucoup de produits sont abordables pour les citoyens grâce aux efforts de la transition. Il reste donc à éviter des spéculations autour de l'hydrocarbure. Les propos et instructions de l'exécutif de Kita ont reçu un avis favorable. L'État consacre assez d'efforts pour que les produits soient accessibles à tous. Dans conflit, on doit faire face à toutes sortes de situations. On a évoqué pratiquement toutes les questions liées à l'approvisionnement de la région de Kita en hydrocarbures, les situations difficiles des revendeurs clandestins. Des réponses, des solutions ont été données. Le gouverneur Daouda Maïga compte multiplier le dialogue afin de sensibiliser davantage les populations de la région aux enjeux et aux efforts déployés par les plus hautes autorités. Le premier constat qui se dégage, c'est la résilience des populations. C'est leur accompagnement des plus hautes autorités pour juguler la crise. Le deuxième, c'est les propositions de solutions. Et souvent, ces propositions de solutions pour le carburant ont été liées à des propositions de solutions liées à la sécurité. Il a été fait appel à la solidarité entre les Maliens pendant les périodes de crise. Il prévoit également des visites surprises sur le terrain pour vérifier le respect des mesures. Une minute de silence a été observée à l'endroit des chauffeurs et des militaires tombés pour la cause. La région de San est frappée de plein fouet par la pénurie de carburant qui secoue notre pays. Face à cette énième tentative de déstabilisation du Mali, les autorités régionales prennent langue avec les forces vives de la région. Malgré les difficultés auxquelles se trouvent assujettis les différents secteurs socio-économiques, nous devrons pouvoir être résilients. Parce que tout est mis en œuvre pour faire plier notre pays.
Malheureusement, ce ne sera pas le cas, car les Maliens avaient déjà compris que le chemin qui mènera à la souveraineté sera semé d'embûches. La population a vraiment compris la situation par rapport à la pénurie de carburant. Les dirigeants même ont prodigué beaucoup de conseils et demandé beaucoup de patience aussi à l'endroit de la population. Malgré tout ce qu'ils sont en train de faire là, le Mali va rester toujours. Tout ce qu'ils font là, ils n'ont qu'à se reposer. Parce qu'ils ont essayé beaucoup de choses. Il y a un comité de gestion de crise de carburant dans la ville de San qui joue pleinement son rôle et à travers cette commission, vraiment les gens sont satisfaits. Ces propos illustrent à suffisance l'engagement et la détermination des Sanois à rester unis derrière les plus hautes autorités de notre pays. Les populations de la région de Nyoro s'engagent à rester derrière les autorités de la transition pour la gestion de la crise de carburant. C'est pourquoi, main dans la main, elles ont pris d'assaut ce jeudi 30 octobre la salle de réunion de l'ex-conseil du Cercle pour une rencontre d'information et de sensibilisation sur la crise liée à la gestion des hydrocarbures. Nous n'allons jamais faillir à accompagner la transition. Qui est carburant ou pas, les populations de Nyoro resteront résilients, forts, déterminés. 4 heures de débat ont permis aux participants venus de tous les coins de la région de toucher du doigt tous les aspects liés à la crise. Sort de cette salle que le message est compris. Même plus que ça, le Mali répondra et positivement dans le seul but de tenir notre État debout, de tenir notre pays debout. Mopti, même scénario comme d'ailleurs dans la région de Badjangara, Taoudéni et Tombouctou, sensibilisation des populations à la résilience face à la crise d'hydrocarbures que connaît notre pays. Tous se disent concernés et appellent à l'union sacrée autour du Mali. Reportage Boubacar Sankaré, Agibou Koulibaly, Fousseini Samaké et Idrissa Goulou Sissoko. Sur l'initiative des autorités de la transition face à la crise que traverse notre pays, les autorités régionales ont rencontré les forces vives de la région de Tombouctou afin de leur donner les bonnes informations. Dès l'entame de ses propos, le chef de l'exécutif régional a exprimé toute sa compassion au reste du pays pour les difficultés subies. Il n'a pas manqué de saluer les efforts des opérateurs économiques, les transporteurs et les forces de défense et de sécurité pour leur engagement. Les populations de la région de Tombouctou ont exprimé leur soutien aux autorités de la transition et appelle le peuple malien à plus de résilience face à cette crise. Nous partageons vraiment la douleur de l'ensemble des Maliens qui traversent en ce moment ces problèmes et nous nous disons de continuer à être résilients comme nous le faisons toujours. Toute situation que Dieu amène est supportable par l'homme, qu'il y ait carburant ou pas. Nous allons vivre, qu'il y ait carburant ou pas, nous allons marcher. Merci à nos plus hautes autorités pour cette approche communautaire. Le fait de nous réunir aujourd'hui pour nous parler de l'actualité de notre pays est vraiment une décision salutaire. C'est à notre tour aujourd'hui d'être résilients, d'être des vrais patriotes. Ce que le pays vit à cause de l'insuffisance du carburant est certes une épreuve pénible, mais ne doit constituer une déchirure nationale. Bien au contraire, la solidarité malienne doit prévaloir. Restons unis, disciplinés et solidaires. Cette rencontre d'information sur l'actualité du pays aura permis aux participants d'être mieux édifiés et ils s'engagent à donner la bonne information aux populations à la base. C'est pour mieux informer et sensibiliser les populations sur la gestion de la crise que se tient cette rencontre au gouvernorat de Taoudéni. L'implication des autorités au niveau national, la résilience des populations sont entre autres questions sur lesquelles se sont focalisés les échanges. Nous avons écouté avec intérêt ce que le gouverneur a transmis comme message du gouvernement au niveau des populations de la région de Taoudéni. Pendant toutes ces difficultés, c'est là où les citoyens doivent être solidaires de leur gouvernement et de leur pays. Les messages du gouvernement a passé parce que les populations, elles sont résilientes. Le message que je lance aux opérateurs économiques est qu'ils soient tous derrière le gouvernement malien. Les autorités régionales ont rappelé aux populations que nous traversons une épreuve difficile et cela ne doit pas être une source de destruction du tissu social. L'appel que je lance pour les populations de la région de Taoudéni, qu'il faut qu'ils vont être unis derrière l'État malien. Et je pense que c'est un appel aussi. Il faut que les gens comprennent, sans les Mali, on sommes absolument rien, nous tous. Donc chacun de nous, il faut qu'il doit faire des efforts
pour supporter cette crise. Les participants à cette rencontre se sont engagés à relayer les informations aux populations à la base pour un Mali encore plus fort et plus résilient. Suite à la crise du carburant qui sévit dans notre pays, le gouvernement du Mali appelle le peuple malien à la résilience à travers un message adressé aux populations. Le message relayé par les autorités régionales aux forces vives de la région de Mopti vise à sensibiliser les populations à l'union, à la cohésion et à la résistance en cette période difficile que traverse notre pays. Nous avons rappelé aux populations ce qui est en jeu, ce qui est en cours. C'est la tentative de déstabilisation de notre pays. Et il est bon en pareille situation que toutes les populations du Mali se mobilisent pour être davantage résilientes, tolérantes, unies, pour faire face à l'épreuve. Tour à tour, les opérateurs économiques, les transporteurs, les religieux, les légitimités traditionnelles, les représentants des femmes et des jeunes et les syndicats ont tous apprécié l'initiative du gouvernement et se sont engagés à tout mettre en œuvre pour faire face à la crise. L'INTEM a été toujours là pour défendre la souveraineté de la patrie. Donc nous sommes toujours dans cette logique afin de permettre à ces travailleuses et à ces travailleurs de pouvoir continuer à maintenir le moteur du développement social et économique. On va s'asseoir et on va discuter pour sensibiliser les autres, pour que tout le monde n'ait qu'à aller à l'apaisement. Anga devoir moué sensi mambolo anga na yele gouvernement a pris sans fait anga tout gouvernement prime dama anga tout ko anga na essayer carburant fana mara. Et les autorités régionales d'ajouter que tout sera mis en œuvre pour mettre fin à cette crise qui nous interpelle et exige un sursaut national. Au cœur des échanges, la rareté du carburant, les spéculations sur les prix et surtout les difficultés quotidiennes que subissent les populations. Le gouverneur de la région a rappelé que cette crise ne doit pas diviser, mais plutôt unir autour d'une même responsabilité. Il appelle chacun à faire preuve de civisme et de solidarité. C'était l'occasion pour nous d'égrener le chapelet des causes, les conséquences, les mesures que le comité régional de gestion des crises et catastrophes a pu prendre. L'objectif, c'est d'amener nos vaillantes populations à la résilience. Les forces vives se sont engagées à poursuivre, à soutenir le gouvernement dans son action quotidienne. Les forces vives ont pour leur part salué cette démarche de concertation du gouverneur. Plusieurs propositions ont émergé, un meilleur suivi des stocks dans les stations, la régulation stricte des prix et la mise en place d'un comité de veille pour accompagner les mesures de l'État. Nous savons d'où vient la crise, nous savons d'où elle vient. Et c'est pourquoi nous sommes résilients, nous pouvons la supporter. Et réellement, c'est ce que je veux partager avec ma population. Cette rencontre, première du genre depuis le début de la crise, marque une étape dans la gestion concertée des difficultés d'approvisionnement. Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce soir sur l'état d'approvisionnement du pays en carburant à travers tout le Mali. Sur un tout autre registre, 102e anniversaire de la proclamation de la République de Turquie au Mali, cette célébration a été marquée par une réception organisée par l'ambassadeur de la République de Turquie, Ibrahim Kaou Konaté. Oumar Traoré était sur place. La célébration de la proclamation de la République de Turquie en 1923 par Mustafa Kemal Atatürk, après la victoire du mouvement national turc et la dissolution de l'Empire ottoman. Un anniversaire célébré avec faste ici. La fête d'indépendance de la Turquie est connue sous le nom du Jour de la République. Je rends hommage à ces hommes et femmes qui ont consenti d'immenses efforts et sacrifices pour fonder et faire vivre notre République, tout particulièrement à ceux qui ont donné leur vie pour nous léguer un pays indépendant, un foyer national où nos enfants pourront vivre dans la liberté, dans la dignité et la sécurité. À travers cette exposition préparée par les écoles Marif, cela fait plus d'une décennie que la Turquie soutient la résistance africaine tout en prônant une Afrique libre et souveraine. Les menaces auxquelles les pays de la Confédération des Alliances des États du Sahel font face aujourd'hui sont fondamentalement de caractère sécuritaire et donc nécessitent des réponses du même genre. Nous sommes fiers d'approfondir la coopération avec le Mali en matière de défense et de sécurité, comme c'est le cas avec le Niger et le Burkina Faso, mais aussi avec plusieurs autres pays africains.
Lutter contre les adversaires asymétriques est difficile, mais pas impossible. Malgré les défis majeurs, comme celui de la menace terroriste qui ravage la région du Sahel, le peuple malien est fort et résilient. Avec ses qualités extraordinaires, lorsqu'il s'unit pour la cause de la patrie, il ne peut pas être vaincu par les armes des terroristes. La forte représentation des autorités maliennes à cette fête d'indépendance est une illustration parfaite des excellentes relations de coopération, d'amitié et de fraternité entre le Mali et la Turquie. Au fil des années, les relations entre le Mali et la Turquie est déjà excellente, vous l'avez rappelé, se sont considérablement renforcées et même étendues pour concerner désormais de nombreux domaines de la vie publique, notamment le domaine de la santé, de l'énergie, de l'agriculture, de l'industrie, de la technologie, de l'éducation et du commerce. L'adage populaire dit que c'est dans les moments les plus difficiles que l'on reconnaît ses amis. La Turquie, si besoin en était encore, à l'instar d'autres partenaires du Mali, a prouvé son amitié, mieux, sa fraternité et sa solidarité envers notre pays. Le partenariat entre le Mali et la Turquie se renforce davantage par l'organisation prochaine du Salon international de la défense et de sécurité prévu du 11 au 14 novembre à Bamako et le premier forum de l'investisseur de la coopération islamique prévu au mois de décembre 2025. Deuxième édition des journées économiques du FASO au Mali, opportunité d'intégration et de facilitation d'échanges commerciaux entre les acteurs économiques régionaux. Aussi réfléchir sur l'avenir économique de la Confédération des États du Sahel. Plus de 250 personnes prennent part à ces journées économiques, nous disent Youssouf Diakité, Julie Traoré. C'est une première depuis plus de 40 ans. La conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, qui était son siège parisien et pose ses valises à Samarkand en Ouzbékistan. La deuxième ville la plus peuplée de ce pays d'Asie centrale est une ville chargée d'histoire, proclamée carrefour de culture et site du patrimoine mondial par l'organisation onusienne en 2021. Samarkand, haut lieu de commerce où la parole donnée ne se reprend pas, fut successivement cité fortifiée, capitale d'empire, halte des caravanes, foyer intellectuel et creuset artistique. L'héritage scientifique et intellectuel de la ville a façonné le monde moderne. C'est ici, dans cette ville, berceau de 3 millénaires d'histoire, que se retrouvent cette année les représentants des États membres de l'UNESCO pour leur conférence générale. Il s'agit de l'organe directeur principal de l'organisation, celui habilité à décider de ses futures orientations et priorités. Il y a 40 ans que la conférence générale de l'UNESCO ne s'était pas tenue en dehors de notre siège à Paris. Ici, nous sommes plus de 4500 participants accrédités pour 181 pays, soit légèrement plus que lors de notre dernière conférence générale. C'est dire que le monde se retrouve ici. Messieurs les Présidents, Excellences, Mesdames et Messieurs, il y a 8 ans, j'ai pris la direction générale de l'UNESCO avec la conviction que son mandat n'avait rien perdu, ni de sa pertinence, ni de son actualité. Pour citer l'immense écrivain Vassili Grossman, un seul objectif détermine le sens des grands conglomérats humains. Gagner pour les hommes le droit d'être dissemblables, de sentir, de penser, de vivre ensemble, chacun à sa manière. Aujourd'hui, le mandat de l'UNESCO est peut-être le seul mandat autour duquel le monde peut encore faire communauté internationale, en esprit, en parole et en acte. Ce mandat est un trésor et je compte sur vous tous pour continuer de le préserver et de le faire grandir. La tenue de la 43e conférence générale en Ouzbékistan est une reconnaissance de la place croissante qu'occupe ce pays sur la scène internationale et de l'engagement de ses dirigeants en faveur du dialogue entre les civilisations. L'Ouzbékistan réaffirme son attachement indéfectible aux idéaux de l'UNESCO et se tient prêt à demeurer un pont d'harmonie entre l'Est et l'Ouest.
le nord et le sud, ainsi qu'un espace de coopération ouverte et constructive. Si dans son discours, la directrice générale de l'UNESCO dresse un bilan largement positif de ses 8 ans à la tête de l'organisation, le chef de l'État ouzbek n'a pas manqué de son côté de présenter de nouvelles initiatives pour renforcer la coopération internationale dans les domaines de la culture, de la science et de l'éducation. La conférence générale de l'UNESCO, c'est 2 semaines d'activité avec comme point d'orgue la nomination officielle du prochain directeur général de l'organisation. Au menu également des débats thématiques, des expositions et autres événements parallèles relatifs à l'avenir de l'éducation, des sciences, de la culture et de l'information à travers le monde. Vous l'aurez compris, c'était là l'ouverture ce jeudi de la 43e conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO en Ouzbékistan. La délégation malienne à cette 43e conférence générale de l'UNESCO est conduite par son Excellence Amadou Opacham, ambassadeur délégué permanent de la République du Mali auprès de l'UNESCO. Au micro de nos envoyés spéciaux Yaya Konaté et Abdul Salam Bambara, il évoque les enjeux de cette conférence pour le Mali. Je vous propose de l'écouter. La conférence générale, c'est quand même l'instance suprême de l'organisation et elle intervient tous les 2 ans et c'est tous les États membres qui se retrouvent. Et cette année particulièrement, comme vous le savez, il y a la directrice générale sortante après 2 mandats. On va avoir un nouveau directeur général et donc il est important que les États membres soient là pour confirmer la proposition faite par le Conseil exécutif. Et puis au-delà de cela, pour notre pays, il est important que nous puissions asseoir notre légitimité, que nous puissions également préserver notre présence effective au sein de la dite organisation, à l'instar des autres pays, et assurer notre mandat. Il est important de noter que, au-delà donc du travail classique, habituel au niveau de cet organe-là, il va y avoir des élections. Au niveau donc des organes stratégiques et des organes qui assurent la marche de l'organisation à travers la mise en œuvre de ces programmes et projets. Donc le Mali est déjà membre au PHI, le programme hydraulique international, le programme information pour tous. Vous connaissez très bien l'importance de l'information de nos jours avec les crises stratégiques et tout le reste. Donc il est important que le Mali puisse remplir au niveau de ces 2 organes. Et nous sommes également candidats à d'autres organes, mais dont les élections vont intervenir l'année prochaine. Je vais parler du Conseil intergouvernemental du programme de lutte pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Vous conduisez aujourd'hui la délégation malienne. Qu'est-ce qu'elle aura à cœur de montrer au cours de cette conférence? La délégation malienne, comme à l'accoutumée, va maintenir et renforcer ses relations de coopération qui sont vraiment au beau fixe avec nos collègues. Et depuis Paris, déjà, ça va, on ne se plaint pas. Mais comme vous le savez, c'est ici à l'occasion des conférences générales, à travers des soutiens, d'accords réciproques au niveau de nos différentes candidatures, que nous puissions faire en sorte que alors la voix de l'Afrique puisse être réaffirmée et renforcée de manière à ce que les différents programmes et projets de l'UNESCO puissent bénéficier mieux à nos populations pour que les dividendes à ce niveau-là puissent être mieux ressentis. Retour à Bamako et nous allons maintenant parler de la 2e édition des journées économiques du Faso au Mali, opportunité d'intégration et de facilitation d'échanges commerciaux entre les acteurs de l'économie régionale. Retrouvons le reportage de Youssouf Diakité et Julie Traoré. Dans la dynamique de la matérialisation du développement endogène voulu par les 3 États de la Confédération des États du Sahel que les organisateurs de la 2e édition des journées économiques du Burkina Faso proposent cette thématique à discussion, la promotion des secteurs porteurs de l'économie des pays membres de la Confédération AIS, enjeux, défis et perspectives. En acceptant de présider la 2e édition des GEB, Son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, traduit ainsi à sa foi à cette initiative qui se veut non seulement un cadre d'échange entre les acteurs du monde économique, mais aussi
un modeste outil pour la promotion de l'intégration économique entre les pays de la Confédération des États du Sahel. Cette rencontre est une belle occasion pour nous, les acteurs de l'économie, de nous retrouver, de pouvoir travailler ensemble, de renforcer ce que nous faisons déjà au quotidien dans un cadre plus structuré, avec l'ambition de favoriser ces co-investissements, ces co-réalisations des projets et la capacité à drainer de la croissance dans notre espace économique. Les gouvernements respectifs de la Confédération des États du Sahel ont salué et soutenu l'initiative des journées économiques de Burkina Faso qui, disent-ils, est un cadre fédérateur qui répond aux aspirations des autorités de la Confédération AES en termes de développement endogène. Le combat pour l'indépendance totale a commencé et ce combat passe nécessairement par les armes, mais aussi par nos valeurs, nos comportements, le redressement de notre économie. Fin de citation. Pour y parvenir, il est plus que jamais nécessaire, comme je le disais plus haut, que les acteurs de notre développement se mettent ensemble pour construire une synergie d'action à même de faire face à tous les défis, notamment les défis économiques. La dynamisation des secteurs porteurs de l'économie et de l'emploi au Burkina Faso et dans les pays de l'AES, enjeux, défis et perspectives. Distingués invités, mesdames et messieurs, nul n'est besoin d'insister sur la pertinence de ces thèmes dès lors que nos plus hautes autorités ont conscience que la dynamisation des secteurs porteurs de l'économie est un processus de stimulation de la croissance et du développement des secteurs d'activité promoteurs. Ensuite, les autorités et les délégations présentes ont visité les stands installés pour la circonstance. Activité du mois de la solidarité de la lutte contre l'exclusion. La marraine de la deuxième semaine a procédé à la remise de plusieurs kits scolaires destinés aux enfants vulnérables de l'Académie d'enseignement de Kidal. Soukalo Doumbia. Distribution des kits scolaires aux enfants des parents vulnérables dans la commune urbaine de Kidal dans le cadre de la deuxième semaine du mois de solidarité dédié à la femme et à l'enfant. Je suis convaincu que ces appuis viennent à point nommé pour soulager la souffrance des enfants, des parents les plus démunis. Et toutes nos félicitations et remerciements au ministère du Développement social et de l'économie solidaire pour la pérennisation de cet élan. Ce geste va atteindre 55 enfants, dont 10 enfants des parents déplacés internes, 10 enfants handicapés ou des parents handicapés, 10 enfants de veuves et 25 enfants des parents victimes des inondations. Cette activité a pour marraine Mme Assori Aïcha Bilko Meiga, présidente de l'ONG EFAD. Il s'agit d'un geste de solidarité agissant dans le cadre de la deuxième semaine dédiée à la femme et l'enfant de la 30e édition du mois de solidarité et de lutte contre l'exclusion. Cet appui est rendu possible grâce aux efforts du ministère de la Santé et du Développement social à travers sa direction régionale de Kidal et de l'ONG Amsod pour soulager ses enfants et parents en cette période de la rentrée scolaire. Cérémonie officielle de restitution de la maternité réhabilitée du CHU Gabriel Touré. Objectif, améliorer la qualité des soins maternels et néonatals au CHU Gabriel Touré. Fantama Magnetao, reportage. Un ouf de soulagement pour la population malienne. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. Nous célébrons la renaissance d'un espace où se joue l'essentiel de la vie, la maternité. Une initiative de la Fondation Hawadjiri en partenariat avec le ministère en charge de la Santé. Ce projet fait partie de notre programme phare qu'on appelle le programme Asanat qui est mis en œuvre à Kati et dans 8 centres de santé. L'objectif visé, c'est d'abord créer un cadre d'accueil, d'accès à des infrastructures sanitaires adaptées. Je tiens à remercier toutes les personnes de bonne volonté qui se sont engagées à côté de la Fondation FAD et à notre côté pour la réalisation de ce projet. Avec l'inauguration, nos efforts seront redoublés afin d'offrir des conditions optimales aux femmes, à nos mamans, à nos sœurs qui donnent la vie. Aujourd'hui, c'est un professionnel très soulagé, très content qui se tient devant vous. Très soulagé, très content parce que depuis notre formation, un des vœux, c'était d'avoir des services à hauteur.
et qu'on ait l'opportunité d'avoir ce service rénové ici aujourd'hui avec des commodités et une maternité à entrée unique, c'était un vœu très très ardent qu'on vient d'avoir. Une telle réalisation n'aurait pu se concrétiser sans la solidarité. Le ministre en charge de la Santé a exprimé toute sa gratitude à ceux qui, par leur appui indéfectible, ont permis que ce rêve devienne une réalité. Alhamdoulilah, on peut dire que la maternité de Gabriel Touré a changé de standing. C'est devenu une maternité vraiment aux normes quasi internationales. Et on remercie la Fondation FAD et on remercie aussi l'hôpital qui a pu vraiment équiper avec les fonds qu'on lui alloue. Donc ça sera un ouf de soulagement pour toutes ces femmes, pour tous ces enfants qui viennent. Tel est l'engagement des plus hautes autorités de la transition, le président de la transition, le premier ministre de la transition et tout le gouvernement de la transition, c'est d'offrir une santé de qualité, accessible et à moindre frais pour tous les Maliens. Désormais, la maternité du CHU Gabriel Touré n'est plus un simple bâtiment restauré, mais un sanctuaire de dignité et d'espérance. Le Mali va accueillir un atelier de dynamisation de la richesse dans l'espace Kames en janvier 2026. Cet événement clé se tiendra donc à Bamako et va réunir l'ensemble des acteurs des 19 États membres. Et c'est ce protocole d'accord que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur ont signé ce jeudi. Soumaou Aïdara pour plus de détails. Le rendez-vous du savoir est pris pour janvier 2026. En prélude à cet atelier de redynamisation de la recherche, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le secrétaire général du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES ont signé un protocole d'accord destiné à renforcer la qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche. Prévu pour se tenir au Mali, cet atelier ambitionne de redonner un nouveau souffle à la recherche africaine à travers 5 objectifs majeurs. Premier objectif, ce sera la définition d'une politique commune ambitieuse en matière de recherche dans l'espace CAMES. Porteurs de la politique de recherche dans les 19 États membres seront là, à Bamako. Ensuite, le deuxième objectif, ce sera d'avoir une stratégie pour mettre en œuvre cette politique ambitieuse. Le troisième objectif que nous comptons faire, c'est aussi la question de la production scientifique. L'Afrique pèse très peu, mais en réalité, si on regarde très bien les chiffres au niveau international, ceux qui font la recherche ailleurs, il y a beaucoup d'Africains qui sont dedans. Selon les responsables du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l'initiative s'inscrit dans une vision partagée. Un pays ne peut se développer sans un enseignement supérieur de qualité. La recherche est le moteur de l'émergence économique à travers le monde entier. Et les pays africains, de manière générale, et les pays membres du CAMES sont tenus de faire des efforts supplémentaires, des efforts substantiels pour mieux organiser, mieux structurer et harmoniser leur politique de recherche pour permettre aux Africains de manière générale, aux sociétés africaines, à notre économie de tirer profit des capacités intellectuelles des chercheurs africains afin de relancer l'économie en Afrique. À travers cette alliance, le Mali et le CAMES tracent la voie d'une Afrique qui pense, innove et bâtit son développement par la force du savoir et de la recherche. La troupe artistique de Léré accueillie dans l'allégresse après sa participation à la phase régionale de la Biennale artistique et culturelle à Tombouctou. Une célébration qui dépasse une simple fête culturelle. C'est tout un peuple qui réaffirme sa volonté de rester debout face aux défis du moment. Le commentaire est signé Bokari Koulibaly. Léré a vibré au rythme de la joie et de la fierté populaire. C'est dans une ambiance de liesse que la population a réservé un accueil triomphal à la troupe artistique locale de retour de Tombouctou après sa brillante participation à la phase régionale de la Biennale artistique et culturelle. Sur invitation du préfet, la foule s'est massée sur la place de l'Indépendance pour communier avec les enfants de Léré. Il s'agit d'échanger, d'écouter et surtout de célébrer la résilience d'un peuple debout face aux défis du moment. Le lieutenant-colonel Karim Doula Diko,
préfet du cercle de Léré a salué le courage et la détermination des habitants qui continuent de vivre dignement malgré les menaces terroristes. Il a rendu un vibrant hommage à leur bravoure tout en réaffirmant l'engagement du gouvernement à assurer la protection des populations et de leurs biens. Conscient du rôle essentiel que joue la population dans la lutte contre le terrorisme, le préfet Diko a exhorté chacun à la vigilance et à la dénonciation de tout cas suspect. Des doléances ont également été formulées par la population, décidée à maintenir sa part d'effort pour que souffle à nouveau sur Léré le vent de la paix et de la cohésion. Merci à tous pour votre aimable attention et grand merci à nos téléspectateurs partout sur le territoire national. C'est au Tamboura juste après moi pour les informations météorologiques. Merci et bonsoir. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir.